Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma stratégie en bear market. Alors déjà, je m'explique. J'aime pas parler de stratégie, je ne suis pas trader professionnel, je suis investisseur, et pour le coup, je ne partage pas de tutoriel comment gagner de l'argent à coup sûr dans les crypto-monnaies. Ça me dégoûte, il y en a de plus en plus d'influenceurs ou de systèmes qui vous proposent de gagner à coup sûr, sachant que ces systèmes n'existent pas. Mais alors, pourquoi je fais cette vidéo? Très simplement parce qu'il y a quelques semaines, j'en ai sorti une autre qui s'appelle « Arrêtez de me poser cette question ». La question qui revenait très souvent de ma communauté, c'est « Qu'est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent ?» Et dans cette vidéo, que je vous invite à regarder d'ailleurs, je vous expliquais qu'il ne faut pas chercher à gagner de l'argent maintenant. En tout cas, quand on se rend compte que le marché va moins bien, qu'on est dans une phase où il perd de la valeur et que la plupart de vos interactions, c'est-à-dire vos achats ou vos ventes, vous font perdre de l'argent, il ne faut pas se forcer tous les jours à prendre des positions. Il faut limiter cette occurrence d'interaction avec le marché et se dire que c'est une phase dans laquelle on doit limiter la casse et non pas essayer systématiquement tous les jours de réaliser des trades ou de prendre de nouvelles positions ou encore de chercher la nouvelle pépite qui va valoriser votre portefeuille. Malgré tout, quand j'en ai parlé récemment à un abonné, il m'a dit « Ok, mais finalement, qu'est-ce que tu fais dans cette période? Tu vas pas me dire que tu ne fais rien du tout, tu as toujours des crypto-monnaies, donc globalement, tu vas quand même pas regarder ton portefeuille fondre, et il y a bel et bien des best practices et des actions que tu fais régulièrement ou des choses que tu surveilles afin justement de préparer cette deuxième phase. » Et là, c'était totalement vrai. Je crois au fondement de la crypto-monnaie, en la technologie, et là où je suis incapable de vous dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, je crois fondamentalement que dans les 4, 8, 10 prochaines années, le monde de la blockchain et la plupart des grosses crypto-monnaies vont s'apprécier et vont se développer. Je suis donc naturellement une stratégie, même quand les crypto-monnaies s'effondrent et perdent de la valeur, j'ai certaines actions que je vais mettre en œuvre et que je vais respecter afin de préparer mon portefeuille à des temps meilleurs. Cette vidéo n'est donc absolument pas un conseil en investissement financier, mais bel et bien la façon dont j'articule quelques méthodes que j'applique avec le plus de rigueur possible sur mon portefeuille et sur mes crypto-monnaies. La toute première règle, c'est le fait que je ne cherche plus de nouvelles crypto-monnaies et de nouveaux petits projets dans lesquels investir. Et évidemment, ça m'arrive encore de prendre position dans certains très jeunes projets parce que j'ai beaucoup de visibilité dessus, mais globalement, la plupart des nouvelles initiatives seront perdantes. Je ne cherche donc pas de nouveaux projets, de nouvelles cryptos dans lesquels investir. En tout cas, c'est le gros message que je vous réponds avec beaucoup plus de détails dans la vidéo. Arrêtez avec cette question. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. De la même façon, comme la plupart de mes achats et de mes trades seront moins rémunérateurs que dans une phase de bull run, j'essaye de limiter mes interactions avec le marché au strict nécessaire. Pour faire simple, faut pas jouer au trader dans une période comme celle-là. Encore moins quand c'est pas votre métier, et pour le coup, ce n'est pas le mien. La deuxième chose, c'est se recentrer sur des grosses valeurs. On parie fondamentaux. On parie sur la tendance de fond, la technologie. Et qu'est-ce qui représente mieux la blockchain que les gros coins qui sont là depuis longtemps et qui ont déjà fait leurs preuves? Bitcoin, qui à lui seul représente l'intégralité des crypto-monnaies, et je ne vous remets pas la vidéo qui vous dit à quel point Bitcoin est important, ou encore Ether, qui a rendu la blockchain programmable et accessible au plus grand nombre et qui l'a démocratisé énormément. Naturellement, ces deux crypto-monnaies vont représenter la plus grosse partie de mon portefeuille. Si ce n'est pas votre cas, je vous conseille de reventiler un petit peu et de sortir des plus petits actifs beaucoup plus volatiles qui s'apparentent en ce moment beaucoup plus à un jeu de hasard qu'à un investissement long terme sur une technologie et sur des fondamentaux. Et évidemment, dans mon portefeuille, j'ai toujours 20 à 30% de crypto-monnaies, de projets qui me tiennent à cœur. Que ce soit des initiatives que vous suivez en ce moment, que ce soit des projets que vous voulez vous-même soutenir, ou que ce soit des projets où vous avez de fortes convictions dessus. Encore une fois, et c'est mon cas, ça ne représente qu'un tiers de mon portefeuille à tout casser. Ensuite, il faut profiter de cette phase pour prendre position sur ces crypto-monnaies. L'objectif va donc être, dans une période comme celle-là, d'accumuler quantitativement, c'est-à-dire de ne pas regarder le prix et de regarder la quantité de crypto-monnaies que vous allez avoir en Bitcoin ou en Ether ou sur les quelques actifs que vous avez choisis. À ce moment-là, essayez de profiter des bas prix ou justement de ces opportunités à la baisse qui vous permettront de faire baisser le prix moyen d'acquisition que vous avez en allant chercher des poussières de Bitcoin ou d'Ether le moins cher possible et de profiter des baisses pour en racheter et pour constituer votre portefeuille. La méthode la plus recommandée pour les débutants, c'est le DCA. On se pose pas de questions, on met un tout petit montant raisonnable, de l'argent que l'on est prêt à perdre, comme toujours dans les crypto-monnaies, et on va acheter tous les mois un montant régulier. On va profiter de cette baisse, durable ou non, pour aller racheter et pour commencer à se constituer un stock de crypto-monnaies. En attendant, si vous êtes un peu plus actif, vous pouvez prendre du recul sur le marché et essayer de prendre de meilleures positions. Alors vous le savez très bien, je ne fais pas d'analyse technique, je ne suis pas trader et je n'analyse pas les courbes. Malgré tout, il y a un point intéressant à voir à ce moment-là. Je vous affiche pendant que je vous parle un graphique travaillé de Xavier Fenot. N'étant pas professionnel et voulant que mon contenu s'en rapproche le plus possible, cette petite partie qui parle de technique se base également sur son analyse et ses compétences. Merci à toi Xavier. Sans faire tout le détail de ce que vous avez sous les yeux, il y a des points stratégiques à regarder. Sur ce graphe-là, on parle de Bitcoin.
Et vous voyez qu'il y a des zones stratégiques, notamment les 11 700 $, les 18 700 $ ou encore les 6 500 $. Pourquoi ces lignes-là? Parce que dans l'analyse technique, on part du fait que les cours ont une mémoire. Et ce sont ces points-là qui vont être les plus regardés par les traders et qui vont, entre guillemets, être analysés pour annoncer la prochaine tendance de fond. En gros, est-ce que ça peut chuter beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, ou est-ce qu'on est plutôt dans une phase où les cours s'apprécient et où on peut repartir à la hausse? Et c'est là que c'est relativement intéressant. Les zones que vous voyez, comme le 18 700 $, ce sont des zones de support. C'est-à-dire qu'on est en train de rebondir dessus et que potentiellement, si on les brise durablement, on va plonger pour aller chercher la zone de support en dessous. En l'occurrence, 11 700 $. Et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Dans le trading, on est toujours tiraillé entre les deux seules possibilités. Est-ce que ça va prendre de la valeur ou est-ce que ça va en perdre? Et jusque-là, ça nous donne pas beaucoup d'informations et ça nous permet pas de nous positionner. Malgré tout, il y a quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est quand vous arrivez à anticiper et à interpréter la façon dont le marché va réagir pour savoir s'il va se repositionner rapidement ou non. Et c'est globalement ce que l'on observe quand on va briser un support. Et c'est super car ce qui s'est passé aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 13 octobre, illustre bien ce que j'essaye de vous dire. On a brisé support. C'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce de l'inflation, un peu en dessous des attentes, les marchés traditionnels ont eu peur et ont perdu de la valeur, et les crypto-monnaies qui y sont corrélées en ce moment ont également piqué et le Bitcoin est descendu jusqu'à 18 300 $. C'est-à-dire que momentanément, Bitcoin a brisé le support des 18 700, qui était un endroit très regardé, puisque c'est la plus haute valeur que Bitcoin avait touchée en 2018. Et à ce moment-là, on savait qu'en regardant les cours, soit on allait très rapidement avoir un Bitcoin qui allait repasser la tête au-dessus des 18 700 pour repasser au-dessus de ce support et se stabiliser légèrement au-dessus ou dans ces valeurs-là, soit on allait avoir un Bitcoin qui allait chuter plus violemment et qui allait piquer vers les 12 000 $. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez acheter du Bitcoin, vous avez pris cette décision de par votre portefeuille et du risque que vous êtes prêt à prendre, vous décidez d'en acheter un peu. Soit vous êtes en DCA, vous en achetez tous les mois, soit vous voulez rentrer maintenant et vous vous rendez compte que le Bitcoin vient de décrocher dans la journée et qu'il a perdu 2 ou 3 000 $. Imaginons que le Bitcoin est à 16 500 ou 17 000, vous pouvez penser que c'est une bonne affaire de l'acheter maintenant. Sauf que si vous prenez un petit peu le temps de regarder le marché, si vous suivez son évolution et si vous savez qu'on vient de briser un support, le 18 700 $, qui est globalement regardé et qui est suivi par beaucoup de monde, eh bien vous savez que soit sur du court terme il va continuer à plonger, à ce moment-là vous pouvez patienter pour potentiellement l'acheter encore plus bas à un meilleur prix, soit c'est non pas dans les jours mais bel et bien dans les heures qui viennent qu'il va repasser rapidement la tête au-dessus de ce support. Et à ce moment-là il ne faut pas faire un ordre marché mais plutôt utiliser une technologie comme le trailing stop. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers la vidéo entière où j'explique c'est quoi cet outil. Pour faire simple, c'est un ordre de position qui dit au marché que si ça continue à s'effondrer, vous attendez que ça remonte légèrement pour acheter et donc vous essayez de racheter le plus bas possible, ou alors au contraire, le prix recommence à prendre de la valeur tout de suite et dès qu'il a pris 2 ou 3% en fonction de vos réglages, vous allez acheter. Vous prenez donc un petit risque supplémentaire d'acheter le Bitcoin à 2 ou 300 $ de plus, mais dans un mouvement d'amplitude et juste après avoir brisé un support, vous saisissez l'opportunité de potentiellement racheter un Bitcoin 2, 3, 4 000 $ plus bas. Et autant vous dire que quand vous économisez 3 000 $ sur un Bitcoin qui pourrait plonger jusqu'à 15 000, ça vous permettra d'acheter 0,2 Bitcoin en plus. On se remet dans cet état d'esprit, on ne regarde pas le prix, on en veut plus quantitativement. Et 0,2 Bitcoin en plus, si vous pensez crypto-monnaie très long terme, et si vous pensez que le Bitcoin atteindra de nouveau les 67 000 $ un jour, 0,2 Bitcoin à ce moment-là, ça représentera une somme colossale. En tout cas, bien plus que le petit effort de positionnement que vous allez faire aujourd'hui. Alors je vous ai dit que le 18 700 c'était très regardé parce que c'est la valeur qu'on avait brisé en 2018 et c'était l'ATH, la plus haute valeur que Bitcoin avait atteinte, mais le 11 700 est aussi très fort psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'après le bull run et la hausse des crypto-monnaies de 2018, Bitcoin avait chuté après, comme la plupart des très grosses hausses, et l'histoire nous le prouve encore en 2022, mais en 2018, Bitcoin avait recommencé à prendre de la valeur et il avait tapé non pas une fois, 2 fois, mais 3 fois sur cette fameuse valeur de 11 700 $ avant de la rebriser dans un nouveau cycle et d'aller commencer sa course que l'on a bien connu en 2021 où il a atteint finalement les 67 000 $. Quand on va retravailler très souvent les mêmes zones, ça va travailler naturellement la mémoire du marché et les investisseurs vont surveiller ces points à l'avenir, ce qui peut accélérer des sentiments et des émotions, précipitant ainsi le mouvement à la hausse ou à la baisse. Là où vous ne pouvez pas savoir dans quel sens ça va aller, connaître l'échelle de temps et savoir si Bitcoin va réagir dans les heures qui suivent ou dans les semaines qui suivent, vous permet des fois de prendre une meilleure position à l'instant T et d'améliorer votre point d'entrée quand vous décidez d'acheter de la crypto-monnaie. L'analyse technique n'est pas mon expertise, mais je recommande à tout le monde de s'informer sur les bases, comment ça fonctionne, quelles sont les grandes lignes qui sont suivies par la plupart des gens et par la plupart de ces professionnels. En l'occurrence, merci encore Xavier pour ce petit coup de pouce, je vous recommande son contenu. Tous les dimanches, il analyse les crypto-monnaies à 10 h sur sa chaîne que vous trouverez dans la description. Ah oui, et évidemment, si on va briser les 11 700 durablement, pas pendant quelques heures, on pourrait éventuellement plonger sur 6 500 et 3008 pour ceux qui veulent vraiment se faire peur. Et évidemment, ces mêmes lignes existent à la hausse, c'est juste que pour le moment, on est plutôt en train d'aller travailler des supports à la baisse. Quand vous êtes dans une position où il y a une très forte volatilité sur quelques heures, je vous recommande vraiment le trailing stop.
Au pire, vous achèterez un tout petit peu moins bien, mais quand ça bouge très fort, ça peut vous permettre d'acheter réellement moins cher et d'optimiser considérablement votre portefeuille. Pareil, quand vous voulez vendre une petite crypto-monnaie, à quoi bon la vendre maintenant au marché quand vous pouvez mettre un trading stop et potentiellement profiter de 4, 8, 15% de valorisation. Dans une période comme celle-ci, il n'y a pas de petite victoire sur son portefeuille et on ne laisse rien au hasard. C'est en partant du fait qu'il n'y a pas de petite monnaie qu'on constitue un portefeuille rigoureux sur du long terme. Le troisième point, c'est vraiment l'accumulation quantitative. Alors oui, acheter plus de crypto-monnaies, on vient de le voir, augmenter la quantité. D'ailleurs, si vous avez des Excel ou des feuilles de suivi sur la valeur de votre portefeuille, je vous invite à vous créer un mode qui m'a sauvé à plein de phases de bear market où les crypto-monnaies s'effondraient et où moralement vous devez rester concentré sur ce qui compte. Vous ne regardez plus la valeur en euros ou en dollars, vous regardez la valeur quantitative. Vous mettez une courbe qui ne fait finalement que progresser puisque cette courbe vous montre à travers le temps combien vous avez en quantité de crypto-monnaies, que ce soit en Bitcoin, que ce soit en Ether ou sur d'autres valeurs. Je l'ai fait le jour où je visais mon objectif de mon premier Bitcoin et je le fais toujours aujourd'hui avec mes nouveaux objectifs. C'est relativement intéressant parce que ça vous permet de prendre un petit peu de hauteur face aux prix qui vont bouger, qui vont prendre et perdre de la valeur tous les jours. Vous rendez-vous bien compte, dans les 5 derniers mois, Bitcoin n'a fait que passer en dessous des 20 000 $ et revenir au-dessus. Si on commence à chaque variation à paniquer et à se faire du stress, on n'est pas constructif. Et surtout, ça ne vous aurait pas aidé du tout dans les 5 derniers mois puisqu'on ne fait que tourner autour de ces valeurs. Autant se concentrer sur ce qui compte. Est-ce que votre portefeuille prend de la robustesse? Est-ce que quantitativement, vous arrivez à accumuler des jetons? Évidemment, l'accumulation quantitative peut prendre deux autres formes, le lending et le stacking. Il y en a évidemment d'autres, mais l'une de mes préférées reste le stacking. Le lending, c'est le fait de prêter sa crypto-monnaie pour obtenir des intérêts. C'est intéressant puisque vous allez obtenir de plus en plus de crypto-monnaies, mais je rappelle que le lending comporte des risques. Quoi qu'il en soit, ce risque peut être plus ou moins maîtrisé et des fois, il en vaut la chandelle. Je le fais sur une grosse partie de mes actifs, notamment mes stablecoins, qui me rapportent des intérêts. Le but, c'est que le temps joue en ma faveur. En plus de ça, on sait qu'il y a de l'inflation. Le fait d'avoir de l'euro ou du dollar fait que naturellement, cet euro ou ce dollar perd de la force. C'est-à-dire qu'un euro demain vaut moins qu'un euro aujourd'hui, parce que votre pouvoir d'achat baisse. Naturellement, l'objectif, ça va donc d'augmenter la quantité d'euros que vous avez afin de lutter ou de venir contrebalancer contre cette baisse de pouvoir. Le lending est très intéressant du coup dans cette optique, mais naturellement, vous vous retrouvez très souvent à passer par des plateformes centralisées. Évidemment, il y en a des assez connues et des très grosses comme encore Binance qui propose ce genre de service ou FTX, ou encore des plateformes régulées. Pour le coup, je me dois de faire de l'autopromo. Notre société Just Mining propose cette solution. Quoi qu'il arrive, ce sont des solutions qui vont prêter sur différents protocoles, qui vous apportent un rendement, mais qui vous font quand même porter un certain risque. C'est pourquoi je recommande vraiment, et ça pour moi c'est indispensable, et même incontournable, le stacking. Quand je parle de stacking, je parle bel et bien de stacking on-chain. C'est-à-dire pas des solutions qui vous donnent des rendements et que les gens appellent stacking dans des plateformes centralisées. Non, je vous parle bel et bien de prendre une crypto-monnaie, de la bloquer dans ladite blockchain, la même blockchain de cette crypto-monnaie, comme par exemple Ether. On peut staker ces Ethers sur la blockchain Ether et de générer des intérêts. Là, pour le coup, il y a un risque qui est totalement amoindri parce que vous confiez les Ethers à la blockchain elle-même. Et dans la plupart des cas, prends l'exemple des crypto-monnaies autour de l'écosystème Atom, vous pouvez déléguer, c'est-à-dire confier vos crypto-monnaies à des validateurs sans pour autant qu'elles quittent votre clé privée, c'est-à-dire votre ledger ou le portefeuille dans lequel vous allez le détenir. Un petit peu comme si vous confiez votre argent à une société de gestion, mais elle ne peut que générer des intérêts dessus, elle ne peut ni vendre, ni acheter, ni vous prendre vos fonds. Par exemple. Et c'est pour ça que le stacking on-chain est très intéressant, car il comporte nettement moins de risques. Et le seul risque qu'il y a vraiment, c'est que si la blockchain est un problème, vous ayez un problème sur vos fonds en stacking, mais la réalité, que vos fonds soient stakés ou non, si la blockchain elle-même a un problème, le token va s'effondrer dans les deux cas, que vous soyez staker ou que ce ne soit pas le cas. Et surtout, imaginez qu'on soit dans une phase d'un an et demi où les crypto-monnaies sont plutôt stables. Si à la fin de cette phase, vous vous retrouvez avec 10 ou 15% d'une crypto-monnaie en plus, vous allez profiter pleinement de la prochaine hausse. Et si le marché baisse et perd 10 à 15% de sa valeur sur un an, le fait que vous ayez compensé vous permettra de lisser la perte cette fois-ci en euros ou en dollars. C'est stratégiquement ce qu'il faut faire et c'est ce qui constitue une base solide d'un portefeuille et ce qui fait que vous allez faire jouer le temps en votre faveur. C'est fou parce que je l'ai mal monitoré dans mes premières années d'investissement, mais si je regarde aujourd'hui dans mon portefeuille et dans on va dire les valeurs globales, parce que quand je dis portefeuille, il y a de la crypto, il y a des fiat et d'autres actifs également. Si on regarde la part de ce que j'ai aujourd'hui qui vient de ces petites optimisations, de ces petites accumulations qui ont profité de certaines valorisations en 2018, que j'ai essayé de vendre le plus haut possible, que j'ai retravaillé en fond pendant le bear market et que j'ai revalorisé une deuxième fois dans le bull run de 2021, eh bien honnêtement ça doit représenter aujourd'hui la plus grosse partie de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que ce sont des années de travail et que ces petites optimisations les unes au bout des autres, c'est ce qui font les grosses performances. C'est surtout un état d'esprit et c'est là-dessus qu'il faut mettre de l'effort. Pas forcément à chercher la prochaine pépite ou la crypto-monnaie qui va faire x10 demain, dans un contexte de marché qui n'offre plus vraiment d'étoiles filantes du genre.
Le quatrième point, c'est de choper tous les bonus possibles. Que ce soit des airdrops, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous avez une certaine crypto-monnaie et que vous avez fait certaines actions, des fois vous avez le droit à une nouvelle crypto-monnaie d'une nouvelle blockchain qui se lance. Vous allez systématiquement tout vérifier. De la même façon, allez également regarder les launchpads. Si vous ne savez pas ce que c'est un launchpad, c'est ce que proposent certaines plateformes ou certaines blockchains quand vous détenez un de leurs jetons. Par exemple, Elrond ou encore Binance qui vous proposent de participer et d'avoir une petite quantité d'une nouvelle crypto-monnaie prometteuse qui se lance sur leur écosystème si vous avez à l'origine des BNB pour Binance ou des tokens EGLD pour Elrond. Alors attention, je ne vous recommande pas d'acheter ces crypto-monnaies pour pouvoir participer au launchpad. Si vous en avez dans votre ventilation actuelle et dans votre portefeuille, si vous considérez le BNB ou le GLD comme une valeur de fonds que vous voulez conserver à travers le long terme, profitez pleinement de toutes ces opportunités et de tous ces bonus que vous proposent les plateformes. Les 4 derniers launchpads d'Elrond étaient rentables pour les investisseurs et les launchpads de Binance sont toujours ou presque toujours rentable depuis la création de cet outil. Évidemment, c'est compliqué car même si vous avez des jetons, vous n'allez peut-être pas avoir la chance d'être éligible et de pouvoir acheter cette nouvelle crypto-monnaie à un tout petit prix. Mais dès que vous avez cette chance-là, et il faut la saisir, achetez systématiquement et même si vous voulez revendre le jeton, vous allez faire une plus-value. Si vous ne connaissez pas les launchpads, je vous invite à vous renseigner et en l'occurrence, chaque plateforme explique très clairement qu'est-ce qu'il faut pour être éligible, combien de tokens vous devez avoir, sous quelles conditions et combien est-ce que vous pourrez espérer avoir de la nouvelle crypto-monnaie qui se lance. En chopant les airdrops et en chopant les différents launchpads et les petits avantages que vous avez quand vous avez différentes crypto-monnaies, vous allez vous faire un wallet de fonds qui vous permettra 2 choses. Premièrement, améliorer votre accumulation quantitative car vous pouvez le changer en Bitcoin, en Ether ou pourquoi pas en BNB, en EGLD ou dans la même crypto-monnaie qui vous a donné cet accès. Et vous pourrez également vous amuser de temps en temps à tester de nouveaux protocoles ou de nouvelles choses. On en arrive à la brique d'après, faire ses devoirs. Et vous le savez dans la crypto-monnaie, faire ses devoirs et se tenir au courant de l'écosystème est très important, très stratégique et vous permet de venir voir des tendances. Le but c'est d'être en avance de phase et de sentir quand quelque chose ou quand une tendance commence à arriver pour vous positionner le plus vite possible. Le meilleur moyen c'est d'avoir bidouillé. Vous essayerez donc et vous prendrez donc des risques avec de la plus-value, ce qui vous permettra de réellement essayer sans crainte de remettre en cause le capital ou votre accumulation quantitative que vous êtes déjà en train de travailler depuis plusieurs années. De la même façon, dans une phase comme celle-ci, vous avez plus de temps. Je vous invite, si vous êtes un gros porteur de crypto-monnaie et que vous avez fait beaucoup de finances décentralisées, à reprendre tous vos portefeuilles, à vérifier toutes les petites crypto-monnaies où à l'époque vous laissiez 150, 200 euros ou 70 euros en vous disant je verrai plus tard, c'est pas un très gros montant, je le priorise pas. C'est le moment de tout restructurer, reprendre toutes vos clés publiques, rassembler tous vos fonds, changer les petites crypto-monnaies que vous avez peut-être eu qui n'avaient pas de valeur ou qui ne vous intéressaient pas à l'époque pour vous reconcentrer sur la base solide qui sera la base de votre prochain bull run ou de votre prochaine valorisation de marché si elle est plus calme et qu'on sort un petit peu de ces cycles qu'on a connus. Un dernier point pour les plus gros porteurs de crypto-monnaies. Je parle de ceux qui ont vraiment de très gros portefeuilles et qui commencent à gérer de grosses quantités de liquidités. À ce moment-là, il y a d'autres types d'opportunités. Il y a des très très bons projets qui vont mal vivre le bear market que l'on est en train de traverser. Pourquoi? Parce qu'il se passe 2 choses. Premièrement, tous les projets commencent à se rendre compte qu'ils vont manquer de liquidité et d'argent parce qu'il faut payer leurs charges, il faut payer leurs développeurs, il faut payer leurs solutions et leur crypto-monnaie s'est effondrée et du coup ils s'en sortent beaucoup moins bien. C'est donc à ce moment-là qu'ils vont vendre de leur capital ou qu'ils vont essayer de vendre leur crypto-monnaie pour essayer d'obtenir de la liquidité. Il y a donc des bonnes affaires à faire puisque tous les projets crypto ont besoin d'argent. De la même façon, comme tous les projets crypto lèvent des fonds au même moment, les fonds d'investissement et les gens qui investissent d'habitude dans les projets sont moins nombreux. Déjà parce que le marché traditionnel fait que c'est pas le moment vraiment d'investir et qu'il y a beaucoup moins de gens qui cherchent à acheter et à investir dans des projets, mais également parce qu'au même moment, tous les projets viennent chercher de l'argent. Donc il y a beaucoup moins d'offres et beaucoup plus de demandes. Ce qui fait naturellement que les projets qui arrivent à lever de l'argent sont ceux qui se bradent le plus, sont ceux qui, comme on dit, vont mal lever et vont vendre une grosse partie de leur token ou une grosse partie de leur capital pour pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, bien que ce soit très risqué, si vous êtes un investisseur qui commence à avoir l'expérience, vous pourrez potentiellement prendre des parts soit dans une entreprise qui vous tient à cœur mais qui était hors de prix en bull run et dans laquelle vous pourrez peut-être devenir associé ou peut-être devenir une partie prenante importante de son développement, ou prendre part à une société qui selon vous a un potentiel énorme mais qui est en difficulté à cause de cette condition de marché. Évidemment, quand on parle de capital, ça concerne que les gros investisseurs, mais quand on parle de crypto-monnaie, des fois pour quelques milliers d'euros, vous pouvez prendre des positions qui sont intéressantes. Pour le coup, il faut connaître bien l'écosystème, il faut bien connaître le projet et il faut s'en être rapproché. Il n'y a pas une liste des 10 super projets en difficulté dans lesquels vous devriez rentrer. En tout cas, je ne serai pas le genre de youtubeur qui va faire une vidéo sur cette fameuse liste du succès qui en plus varie d'un investisseur à l'autre en fonction de son profil. Le tout dernier point les amis, c'est faites vos devoirs et structurez-vous. Profitez de ce temps-là pour
rattraper la veille que vous n'aviez pas. En effet, il y a de plus en plus de blockchains d'infrastructure, de nouvelles technologies, de layer 2, layer 3, énormément de termes qui peuvent paraître barbares et on n'avait pas le temps de se pencher là-dessus quand les crypto-monnaies s'envolaient. Aujourd'hui, vous avez le temps. Vous pouvez prendre un sujet par semaine, un sujet par mois et essayer de rattraper le retard sur la compréhension technique de l'évolution de cet écosystème qui vous permettra d'un petit peu mieux le comprendre et vous allez même à un moment finir par mettre le doigt sur 2 ou 3 tendances qui risquent d'arriver et qu'il faut suivre de près. Que ce soit sur les dernières mises à jour d'Ether, le fait qu'il y a un risque de décentralisation, mais également un potentiel avec sa nouvelle supply et son inflation qui est réduite, que ce soit quand on se penche sur l'écosystème Atom, avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, notamment pour communiquer entre les différentes blockchains qui sont basées sur la même technologie, ou que ce soit même sur l'actualité, la plupart des entreprises, des produits qui deviennent structurés autour de Bitcoin et de la finance traditionnelle qui commence à s'ouvrir aux crypto-monnaies. Mettez-vous à jour plus calmement. Il y a moins d'informations tous les jours, c'est plus simple de suivre et vous avez plus de temps car il y a moins de choses, il y a moins d'émulsions sur le marché. C'est là que vous pouvez prendre du recul et rattraper le retard de connaissances que vous avez pour essayer d'être le plus à jour possible si demain ça repart en fanfare. De la même façon, prenez le temps de vous poser sur vos portefeuilles. Si vous avez des ledgers, si vous avez des portefeuilles que vous avez sécurisés ou des multisig, c'est le moment, pourquoi pas, de tester vos sauvegardes. Au moins une fois tous les 2-3 ans, essayez de voir si vous avez toujours bien les différents mots que vous avez, les différents sauvegardes de votre seed, essayez de régénérer votre clé sur une nouvelle pour être bien sûr que votre sauvegarde est toujours établie et vérifiez que vous avez bien tous vos processus de sécurité et pourquoi pas même vérifier les mises à jour de vos différents devices parce que ça m'arrivait de ne pas faire les mises à jour de mes devices pendant plusieurs mois quand on était dans des phases de rush où le sommeil était d'or et qu'on n'avait pas le temps de faire toutes ces choses de mise à jour et tâches d'entretien basiques qui sont pourtant les bases de l'investissement dans le monde des crypto-monnaies. Je vous rappelle qu'investir dans les crypto-monnaies, c'est récupérer sa responsabilité financière, c'est pouvoir prendre ses propres risques et naturellement devoir assumer ses propres responsabilités car vous payerez tout seul le prix de vos bêtises. Enfin bref les amis, on est à la fin de cette vidéo, vous l'avez vu, il n'y a pas de liste magique, comment gagner à tout prix, c'est plutôt un état d'esprit et une rigueur. C'est ce qui fait toute la différence sur le long terme. Si c'était très simple et évident, s'il y avait une seule vidéo YouTube qui vous donnait les 5 crypto-monnaies qui à coup sûr vont prendre de la valeur, ce serait trop facile de gagner de l'argent et tout le monde le ferait. Ce n'est pas le cas. Parce que l'argent facile n'existe pas. Et comme je le dis souvent, l'argent rapide existe car on peut également le perdre rapidement. L'argent facile, lui, n'existe pas. C'est du travail, des efforts, des erreurs qui nous permettent de tirer des leçons et qui nous redemandent encore plus de travail pour performer sur le long terme. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Soyez prudents sur tous les contenus qu'on voit sur le web avec les personnes qui essayent de vendre de plus en plus de rêves pour naturellement continuer à garder une certaine émulsion. Les crypto-monnaies intéressent moins de monde aujourd'hui parce que les crypto-monnaies sont plus basses et qu'il y a eu des baisses sur le marché. En attendant, c'est là qu'on fait toute la différence et c'est là qu'il faut garder la tête froide, prendre du recul et faire ses devoirs. Si ça vous a plu, laissez un commentaire. Si vous avez 2 ou 3 méthodes ou 2 ou 3 entre guillemets approches sur votre gestion de portefeuille que vous estimez pertinentes de partager, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Au revoir!